Bonjour Madame Robin, dans cette interview nous allons vous poser quelques questions et pouvez-vous y répondre s'il vous plaît? Ah bah, je suis là pour ça, hein, je crois. Effectivement. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je suis journaliste, réalisatrice, écrivaine depuis près de 40 ans. Donc je fais des documentaires, des films, surtout pour la télévision, mais certains aussi pour le cinéma. Et j'écris des livres. Ok. Quel a été votre parcours? Alors d'abord, je suis née pas très loin d'ici, dans une ferme dans les Deux-Sèvres. Oui, oui, vous en avez parlé du coup tout à l'heure. Voilà, et donc voilà, j'ai fait des études comme tout le monde, je suis allée au lycée comme vous, local, appartenait dans les Deux-Sèvres. Et après, j'ai fait des études en classe préparatoire et après des études de sciences politiques et j'ai étudié 5 ans en Allemagne et après j'ai fait une école de journalisme. Et depuis, ben voilà, je travaille, je fais donc des documentaires et j'écris des livres. Pourquoi faites-vous ce métier et depuis combien de temps? Enfin, depuis, vous l'avez dit tout à l'heure, 40 ans du coup. Mais pourquoi faites-vous ce métier? Alors, je fais ce métier parce que moi, je suis née dans une famille où mes parents m'ont dit on peut changer le monde. Et je me suis dit, ah ben voilà, le métier de journaliste, c'est un beau métier parce que on voyage, on rencontre plein de gens, on lit des études, des documents et après on peut retransmettre au public des informations. Donc votre but c'est de transmettre quelque chose à une autre génération et de pouvoir changer le monde? Oui, mon but c'est de servir vraiment de pont, de lien entre ce qui se passe dans le monde, hein, donc en rencontrant des témoins, etc. Et ensuite de pouvoir le transmettre au public pour qu'il puisse agir en ayant des informations bien vérifiées, sûres. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive pour réaliser vos films? Voilà. Ce qui me motive, c'est de me dire il y a des sujets qui sont vraiment très importants pour les gens, hein, et puis pour l'avenir aussi de l'humanité. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et puis une fois qu'on a compris les mécanismes, quelles sont les solutions pour changer. Oui. Et, en général, vous préférez aborder quel sujet? Alors moi, mon sujet principal depuis le début, ce sont les droits humains et la violation des droits humains. Alors évidemment, c'est très large parce qu'en fait, tu sais, tu peux tout regarder à travers le prisme des droits humains. Hein. Donc tu as tous les droits humains fondamentaux qu'on connaît. J'ai fait beaucoup de films sur les dictatures en Amérique latine, par exemple. Enfin, mais j'ai fait aussi beaucoup de films sur l'agriculture, sur l'environnement, parce qu'évidemment, un droit humain auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'on a le droit de vivre dans un environnement sain, par exemple, avec un air sain, de l'eau saine, des aliments sains, le droit à la santé, enfin voilà. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'écologie et toutes les questions de pollution chimique, etc. Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez accompli? Bon, j'ai eu 40 prix internationaux, alors on peut se dire que quelque part mon travail a été reconnu. Le dernier film d'ailleurs, La Fabrique des pandémies, a eu 10 prix internationaux. Il y a eu des films qui ont eu un énorme impact, énorme. Donc là, tu peux te dire, ça servait à quelque chose, quoi. Hein. Voilà. Alors après, est-ce que les changements sont assez rapides? Ça, c'est pas forcément, c'est pas le cas, mais bon, je pense que quand même, il y a une demande pour du public, quoi, hein, pour des documentaires de qualité où on comprend, on apprend des choses, voilà. Donc je suis très, enfin en tout cas je fais un très beau métier, hein, j'ai beaucoup de chance parce que je passe mon temps à voyager, à apprendre des choses, c'est super, hein, tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau, enfin, voilà, j'adore écrire, j'adore faire du montage dans les films, donc tout ça j'aime bien ce que je fais. Avez-vous déjà eu des retours sur vos films en positif ou en négatif? Ah oui, oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup de retours avec des impacts très impressionnants. Hein. Par exemple, j'ai fait un reportage une fois pour une émission qui s'appelle Thalassa, donc qui est connue sur la mer, là, France 3. C'était au Pérou. Dans les années 1990, il y avait un énorme problème de pollution maritime
à cause d'une multinationale américaine qui exploitait un très grand gisement de cuivre et qui rejetait tous les déchets industriels dans la mer. Du coup, les poissons, les mollusques, tout ça a été contaminé. Les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher. Ils rejetaient les gaz aussi dans l'atmosphère. Il y avait plein de gens malades. Et donc moi, je suis allée faire un reportage là-bas. J'ai dénoncé tout ça. Et du coup, ça a eu un impact énorme parce que il y a eu une grande mobilisation internationale pour que cette multinationale arrête de polluer. Et ils ont arrêté de polluer. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai été invitée quelques années plus tard à retourner dans cette ville où j'avais filmé, et j'ai été décorée de la... Je suis citoyenne de la ville, enfin bon, voilà, parce qu'il n'y a plus de pollution. Donc voilà, tu vois, parfois ça marche, hein, tu vois. Ça Mais a vraiment un impact. Hein. avec votre métier, est-ce qu'il y a des, on va appeler ça des ennemis qui du coup vous redoutent entre guillemets par... Ah bah oui, bien sûr. J'ai fait un film et un livre aussi qui ont eu beaucoup d'impact, notamment en Argentine, sur un sujet très peu connu. Ça commence pendant la guerre d'Algérie, vous savez, la guerre qui a eu lieu dans les années 1950, et où j'ai montré que les militaires français ont développé des techniques de torture et de disparition qu'ils ont ensuite exportées. Ils ont formé les militaires en Argentine, au Chili, enfin un peu partout dans le monde. Et du coup, moi j'ai révélé tout ça, et ça a eu un impact énorme, parce qu'en Argentine, vous savez, c'est un pays où il y a une dictature très violente. Enfin, vous n'étiez pas né, mais dans les années 1970. Et du coup, des procès ont été ouverts, et grâce à mon film et à mon livre, des militaires ont été condamnés. Alors évidemment, les militaires en question, les mouvements d'extrême droite, aussi bien français d'ailleurs, parce que qui étaient proches de l'Algérie, etc., française, ou argentins, ne m'aimaient pas trop. Hein. Donc ils ont essayé de me menacer, tout ça, mais bon, voilà, finalement, il ne m'est rien arrivé, mais voilà. Donc parfois, bon, j'ai fait un autre film sur une grande multinationale américaine qui s'appelle Monsanto, qui est l'un des films les plus connus, un film et un livre, Le Monde selon Monsanto. Cette multinationale, elle ne m'aime pas, mais moi non plus, donc... voilà, alors ils ont essayé de me discréditer, tout ça, mais bon. Quelle trace espérez-vous laisser sur Terre après votre mort? Oh bah dis donc. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu un prix qui est remis par la SCAM, c'est la Société Civile des Auteurs Multimédia, c'est une grosse institution à Paris. Ils m'ont remis le prix pour l'œuvre accomplie. Alors ça m'a fait rire parce que tu te dis ça sent le sapin. Hein. Prix pour l'œuvre accomplie, tu te dis bon c'est fini quoi. Bon bref. Non mais bon voilà, il y a de plus en plus de festivals qui m'invitent pour faire des rétrospectives de tous les films que j'ai faits. Et ça c'est sympa quand même parce que on voit une cohérence en fait dans tous les films que j'ai faits. Et voilà. Alors je sais pas, j'ai jamais pensé à la trace que j'allais laisser pour dire la vérité. Hein. Bonjour, nous allons vous poser des questions basées plus sur la réalisation du tournage. Donc, quelles ont été les différentes étapes de la réalisation de La Fabrique des Pandémies? Eh bien, quand on fait un documentaire comme ça commence par une enquête. Hein. Donc en fait, moi j'ai fait une enquête très fouillée parce que j'ai d'abord écrit un livre. Donc j'ai interviewé une centaine de scientifiques. J'en ai gardé 62 pour le livre. Et donc déjà, j'avais tout ce travail qui était fait. Donc j'ai choisi parmi les 62 que j'avais gardés pour le livre, une quinzaine donc, pour le film. Donc ça c'est la première chose, c'est faire le casting comme on dit. Qui c'est qu'on va interviewer, rencontrer, etc. Avec des critères, c'est-à-dire je voulais plusieurs continents, en fait je suis allée sur 4 continents, je voulais différentes disciplines scientifiques, des parasitologues, des infectiologues, des virologues, etc. Et évidemment il fallait aussi que chacun apporte une pierre à toute la démonstration qui était faite dans le film. Mon seul regret c'est qu'il y a moins de femmes que d'hommes, parce que il y a plus d'hommes donc je ne pouvais pas inventer les femmes, enfin voilà. Et puis ensuite, c'est tout un travail de production qui est fait par mon producteur, qui est de trouver l'argent pour faire le film, ensuite évidemment préparer les tournages, trouver les caméramans, l'ingénieur du son, réserver le matériel, les hôtels, les avions, enfin, faire le programme avec les scientifiques, enfin, c'est tout un énorme boulot. Hein. Donc pour faire un film comme ça, il y a à peu près 25 personnes qui travaillent dessus.
Ensuite, combien de temps a duré le tournage? Le tournage a duré longtemps parce qu'on était quand même encore en plein Covid, hein. C'était très difficile de voyager à l'époque. Heureusement, on a eu le soutien du ministère des Affaires étrangères parce que pour sortir de France, c'était très très compliqué. Il fallait un dossier important qui justifie pourquoi on voyageait, enfin, etc. Et puis après, toutes les mesures. Il n'y a pas un pays qui faisait pareil. Pour certains, il y avait une quarantaine de 2 jours, d'autres, il fallait un PCR avant, pendant, après. Enfin bref, c'était très compliqué. On a repoussé plusieurs fois les voyages parce que d'un seul coup, il n'y avait plus d'avion. Enfin, ça a été assez compliqué. Donc ça s'est étalé sur 1 an. Comment prépare-t-on le tournage d'une telle aventure? Bah, je viens de le dire, hein, je crois. Hein, voilà. Donc vous déplacez en avion entre les différents pays? Ah ça oui, parce que sinon, ça ne peut pas être à vélo. En bateau non plus, enfin, c'est pas possible autrement. Donc vous aviez avec vous tout plein de matériel, je suppose? Ouais, on a à peu près 180 kg de matériel. On était 5, 2 caméramans, un ingénieur du son, droniste, Juliette Binoche et moi-même. Pourquoi avez-vous choisi de tourner dans ces pays? Parce qu'il y avait des scientifiques qui m'intéressaient et qui travaillaient dans ces pays-là, donc c'est comme ça qu'on a choisi, j'ai choisi les pays. Parce que chacun apportait un éclairage différent quoi, hein, sur l'histoire que je racontais, qui était les liens entre la destruction de la biodiversité et l'apparition de nouvelles maladies infectieuses. C'était ça mon sujet. Donc j'ai choisi en fonction de ces scientifiques que j'avais déjà interviewés et de leur terrain d'études, en sachant que je voulais aller en Asie, en Afrique, en Amérique, du Nord, du Sud et en Europe. Je ne suis pas allée en Australie. Et donc, quelles étaient les conditions dans lesquelles vous aviez tourné? Bon, ça c'est habituel, hein, c'est-à-dire en Amazonie on a dormi dans des hamacs, on a remonté les fleuves en canoë, enfin vous voyez, au Gabon ça a été extrêmement compliqué parce qu'on devait aller dans des forêts tropicales pour accompagner un virologue qui travaille sur les chauves-souris qui vivent dans des grottes au fin fond de la forêt. Là il a fallu une journée entière de pistes très défoncées, très compliquées, enfin. Donc c'était des endroits quand même pas toujours faciles quoi, hein, pour s'y rendre quoi. Hein. Madagascar, on a dû repousser 3 fois le voyage parce qu'il y a eu des cyclones, 1 cyclone, 2 cyclones et finalement on part et un 3e cyclone. On a failli pas atterrir, enfin voilà, c'était pas des conditions faciles parce que c'est des pays où évidemment, voilà, c'est des lieux très reculés, enfin voilà. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les langues différentes? Bon, alors là en l'occurrence, Juliette ne parlait qu'anglais, hein, donc parce que c'est elle qui était censée poser les questions, donc c'est un peu restreint. Parce que même au Mexique, moi je parle parfaitement espagnol, j'aurais préféré que ce soit en espagnol, mais bon, c'était comme ça. Non, mais après, on prend des interprètes, hein, quand c'est du malgache, du thaïlandais ou du maasai, ça évidemment je parle pas moi. Donc je suis habituée, hein. Bon, il faut des interprètes et puis voilà. Mais moi je préfère personnellement, moi je parle allemand, anglais, espagnol parfaitement, je préfère quand c'est des langues que je comprends parce que tu n'as pas d'intermédiaire, mais bon, c'est pas toujours possible évidemment. Hein. Et à propos des chauves-souris, on se posait la question comment est-ce que vous aviez tourné les plans avec toutes les chauves-souris qu'on voit dans les grottes? Ah, ça c'était un peu flippant parce que quand on nous a dit qu'il fallait s'habiller en cosmonaute avant de rencontrer les chauves-souris, tu te dis waouh, et tu vois, et c'était compliqué en plus que c'était en pleine forêt, il y avait une espèce de montagne là, on n'arrêtait pas de glisser. Et après quand arrivent les chauves-souris, ils les font sortir pour les attraper dans des filets, elles stressent. Et comment tu sais que quand elles stressent, évidemment tu les perturbes donc elles stressent. Elles se mettent à, excusez-moi, uriner, tout quoi. Hein. Et donc sur toi, et que c'est bourré de virus, ouf, c'est pas très cool quand même. Hein. C'était un peu stressant, c'est le cas de le dire. Hein. On était aussi stressés que les chauves-souris en fait. Après, il faut tout désinfecter, enfin, voilà. Mais bon, après, finalement, il ne nous est rien arrivé. Hein. Et moi, je suis tombée amoureuse des chauves-souris au final, hein, parce que c'est des animaux extraordinaires. Hein. C'est des mammifères magnifiques, quoi. Des mammifères volants. Il n'y en a pas 2 pareils, mais elles sont incroyables comme elles sont différentes. Elles ont un rôle écologique très important. Et c'est pas elles le danger, en fait, c'est nous le danger. C'est ça qu'on comprend, en fait. On est un danger quand on
on perturbe leur milieu de vie. Mais on en a besoin. Elles pollinisent, par exemple, les chauves-souris. Donc elles mangent les insectes qui peuvent ravager les cultures. Enfin, tu vois, elles ont un rôle très très important. Mais c'était un moment un peu... En plus, on a passé déjà une journée en voiture. Des pistes vraiment très 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 difficiles. 2 heures de marche dans la forêt, il fallait à la machette couper l'herbe, enfin couper tout quoi, parce qu'il n'y a pas de chemin. Et enfin, quand tu finis, tu arrives au pied de la grotte, il faut s'habiller comme des cosmonautes, c'était quand même un peu... Voilà. Mais après, on est fiers parce que les images sont magnifiques. C'est vrai, hein? Oui. Et le droniste, je ne sais pas si vous avez vu, mais si tu veux lever un drone dans une forêt tropicale, tu ne peux pas, parce que dès qu'il se lève, pop, il tape dans un arbre, donc tu ne peux pas filmer. Et lui, il a fabriqué des tout petits drones, mon droniste, qui permettent de passer à travers les arbres. Vous avez vu, il a réussi à passer à travers les arbres et aller jusque dans la grotte. Extraordinaire, hein, vraiment. Extraordinaire. Il n'y en a qu'un à Paris qui fait ça. Il est fort. Et justement, est-ce que, comme les chauves-souris, vous avez eu plusieurs anecdotes durant le tournage? Les anecdotes, bon, on a... moi, je me souviens quand on était à Madagascar, ça m'a beaucoup touché Madagascar, parce que, bon, d'abord, ils souffrent vraiment du dérèglement climatique. C'est le 3e cyclone qu'ils avaient, c'était l'année dernière quand on a filmé. Donc il y a de plus en plus de cyclones, de plus en plus violents à cause du dérèglement climatique, dont ils ne sont pas responsables parce qu'ils ont, eux, très peu émis de gaz à effet de serre. Hein. C'est à cause de nos émissions à nous, dans les pays riches, qu'on détracte le climat et c'est finalement eux qui en souffrent le plus. Après, tout a été tellement déforesté, c'est très dur, quoi. Il y a une grande pauvreté. Et quand tu es dans la forêt et que tu vois les lémuriens, c'est magnifique, hein, ces lémuriens, qui sont menacés d'extinction, vraiment menacés d'extinction, et en plus ils sont endémiques à Madagascar, s'il n'y en a qu'à Madagascar. Et bien là tu comprends vraiment que si les lémuriens disparaissent, ben, c'est pas bon pour nous, quoi. Ça veut dire que nous derrière on va aussi disparaître, quoi. Et ça c'est un truc, quand tu comprends ça, tu te dis waouh, c'est énorme, quoi. Voilà. Et tu comprends comment finalement notre destin d'humain il est lié au destin de tous les autres animaux qui habitent sur la planète, quoi. Hein. Si les chauves-souris disparaissent, c'est pas bon. C'est pas un bon signe pour nous. En fait, on est tous interconnectés. Et ça, c'était très impressionnant de comprendre ça, parce qu'en général, la nature, bon, on se dit ouais, c'est sympa, les oiseaux, tout ça. Mais non, c'est plus que sympa. C'est-à-dire que si on est tous liés, quoi. Et arrêtons de penser que nous, on va s'en tirer et qu'on va tout massacrer et qu'il n'y aura plus d'animaux et que nous, on va continuer. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc j'espère que les gens, en voyant le film, ils comprennent ça. T'as compris ça? Oui. Bon, ben voilà. C'est bon. Et donc il faut protéger les animaux, il faut protéger la biodiversité, parce que c'est bon pour nous aussi, on fait tous partie de la chaîne du vivant. Et on est tous interconnectés. Et notre problème à nous les humains, c'est qu'on s'est mis au-dessus. Et qu'on regarde en bas en disant « Oh ben ça va disparaître, ça c'est nuisible, ben, on disparaît ». Ah ben non, si on continue comme ça, on ne peut pas survivre. Vous comprenez? Et ça, c'est très évident quand on a fait ce tournage, on a vraiment compris ça. Pourquoi avoir choisi comme point de départ les pandémies et pour en venir ensuite à d'autres problèmes? À d'autres problèmes. Ah, bah, c'était une question qui paraissait légitime parce qu'on nous parlait à l'époque d'un nouveau virus qui arrivait, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Voilà, et c'est en lisant un article dans le New York Times, un journal américain, dont le titre était « Nous avons fabriqué cette pandémie ». Je me suis dit, ça veut dire quoi? Nous, ça veut dire, évidemment, ça désignait les humains. Il y avait des scientifiques qui témoignaient dans cet article. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de les contacter. Pourquoi ils disent ça? Et voilà. Moi, mon métier, c'est quand même de répondre aussi à l'actualité. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Essayer d'apporter des réponses aux questions que les gens se posent. Et voilà. Donc, ça m'a embarqué dans une enquête de 2 ans. Voilà. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, estimez-vous que les pandémies disparaissent ou persistent-elles? Et si oui, comment? Ah non, les pandémies, elles ne vont pas disparaître. Hein. Les pandémies, il y en aura de plus en plus. Sauf si on change notre rapport au vivant, si on arrête de déforester, si on arrête de détruire la biodiversité. C'est ça que dit le film, hein. C'est ça que disent les scientifiques. Et ils disent même que ça peut être bien pire, parce que
La Covid-19, c'était un virus très peu mortel par rapport à ceux qu'on voit dans le film. Hein. Ebola, le Nipah, le MERS sont des virus qui tuent beaucoup plus que le coronavirus. Le coronavirus, il tue moins d'1% des gens qui sont contaminés. Donc c'est pas du tout... Enfin, c'est un virus pas mortel, pas très mortel, comparé à beaucoup d'autres. Donc l'inquiétude qu'ont ces scientifiques, c'est que si on continue de détruire les écosystèmes, il y aura d'autres maladies qui vont arriver et qui peuvent être bien plus dangereuses que ça. Donc voilà, on sait ce qu'il faut faire. Hein. Il faut arrêter de déforester, il faut arrêter de semer du soja en Argentine pour nourrir les élevages intensifs européens, les poules, les cochons et les vaches. Voilà, on sait ce qu'il faut faire. Alors maintenant, est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est voilà. Une autre question. Mais malheureusement, il faut savoir que si on ne change pas ça, il y aura d'autres maladies qui vont arriver. D'ailleurs, avant la Covid, vous avez vu, la liste est très très longue de nouvelles maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas avant. Hein. Y compris le sida. On dit que le sida est apparu en 1980, c'est faux en fait. On a identifié plusieurs cas en 1980, mais ce virus circulait déjà depuis le 19e siècle à cause de la déforestation que nous, les Européens, nous avons fait en Afrique. C'est la même histoire. Il a mis beaucoup de temps à s'adapter, à muter, pour ensuite devenir un virus pandémique. On sait que l'origine, le réservoir, ce sont des chimpanzés. Mais il existait ce virus depuis très longtemps, le virus, le HIV. Hein. Et voilà. Donc, malheureusement, si on ne change pas notre modèle économique, finalement, il y aura d'autres maladies qui vont émerger. Quelle est la principale source de diffusion des pandémies? Ce qu'on comprend dans le film, c'est que les virus qui existent là depuis la nuit des temps sans embêter personne, à un moment ils sortent, j'allais dire du bois, entre guillemets, hein, parce que nous, les humains, par nos activités, perturbons les équilibres qu'il y a notamment dans les forêts tropicales. Soit parce qu'on exploite du bois, on fait du soja, on fait de l'huile de palme, on fait de l'élevage, enfin voilà. Alors ensuite, si ce virus qui provient d'une forêt tropicale rencontre des animaux domestiques élevés de manière industrielle, comme on voit dans le film, hein, des cochons, des poulets, enfin, etc., évidemment, ça va lui permettre de s'adapter, de se transformer, et éventuellement ensuite de contaminer les humains. Et si en plus, on continue de voyager dans tous les sens, de prendre l'avion dans tous les sens, de balader tout par paquebot, les blue jeans qui viennent de Chine, les portables qui viennent de Taïwan et je ne sais pas quoi, dans tous les sens, les virus, ils font comme les humains et comme les biens, ils prennent l'avion, ils prennent le paquebot et ils se retrouvent à l'autre bout du monde. Et voilà comment vous avez une nouvelle pandémie qui émerge, c'est ça le... Et donc, quel regard portez-vous sur les sources des pandémies et votre regard a-t-il changé depuis ce documentaire? Oui, bien sûr, parce que les pandémies ne tombent pas du ciel. Voilà. Alors ça, c'est déjà en soi une bonne nouvelle finalement, parce qu'on sait qu'il y a des causes, elles sont bien identifiées par les scientifiques, donc s'il y a des causes, on peut agir. Donc ça déjà, alors à condition d'avoir la volonté politique d'agir. C'est ça le problème, voilà. Est-ce que ce documentaire, vous avez fait des liens avec vos documentaires précédents? Tout est imbriqué tout le temps. Hein. Donc, moi, ça fait des années que je travaille sur les liens entre l'environnement et la santé. Et donc ça, c'était une pierre de plus, comme un grand puzzle. Et je suis en train de recomposer tout le puzzle. Et tout ça, en fait, se tient. On comprend pourquoi dans votre génération, par exemple, il y a de plus en plus de jeunes qui sont allergiques au gluten, au lactose, au blanc d'œuf, aux acariens, à l'arachide, enfin un tas de trucs que moi, quand j'avais votre âge, ça n'existait pas, mais pas du tout. Vous vous rendez compte quand même, hein? Et maintenant, il y en a plein parce que on comprend pourquoi. Hein. Il n'y a pas assez de biodiversité, il y a trop d'aseptisation, il y a trop de malbouffe, il y a trop de hyper-hygiénisme, l'obsession de la propreté alors qu'on a besoin d'être confronté aux microbes pour pouvoir stimuler notre système immunitaire, etc. Donc voilà, j'ai travaillé sur l'impact des pesticides sur la santé. On comprend aussi pourquoi il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes. Je suis désolée de dire ça, mais il y en a de plus en plus. Des cancers du sein, des cancers des testicules. Pourquoi les jeunes ont du mal à faire des enfants aujourd'hui. Enfin, tout ça se tient. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on sait pourquoi. Donc si on sait pourquoi, on sait ce qu'il faut faire. Alors, le problème, c'est comment convaincre les politiques d'interdire les pesticides, par exemple.
Ah oui, hein. Ah oui, oui. Donc, mais si on ne le fait pas, ben, on aura de plus en plus de ces maladies chroniques hein, qui sont dans toutes les familles maintenant. Et qui font aussi d'ailleurs qu'on est plus, quand on a ces maladies chroniques, on est plus vulnérable à l'action des virus. Bonjour, Madame Robin. Du coup, aujourd'hui, on va vous poser quelques questions à propos des solutions pour résoudre les problèmes qui ont été exposés durant votre film. Donc, premièrement, pensez-vous que la création d'espaces verts et la reforestation sont des solutions pour résoudre les problèmes écologiques du monde? Ah, bien sûr, hein. Il faut absolument arrêter de détruire la biodiversité partout, partout. Donc arrêter de déforester dans les zones tropicales, dans les forêts primaires. Et chez nous aussi, arrêter de faire des zones industrielles, des zones pavillonnaires, des routes, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est clair. Et non seulement il faut arrêter, mais en plus, il faut réintroduire de la biodiversité, là, il n'y en a plus. Moi, je serais contente qu'ici, dans ce lycée, on casse la cour de récréation, là où tout le truc qu'il y a devant, là, on enlève le béton et on met de la terre, des arbres à la place. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas... Donc, on a vraiment, vraiment besoin de remettre des haies dans notre région. Je dis notre parce que dans les Deux-Sèvres, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on a... Combien de haies on a arrachées? C'est complètement ridicule. C'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour les cultures, c'est pas bon pour l'eau et c'est pas bon pour la santé. Donc, à un moment, il faut arrêter. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Il faut vraiment qu'on comprenne que la biodiversité, je dis souvent ça avec un petit peu d'autodérision, c'est pas un supplément d'âme pour bobo écolo à vélo, dont je fais partie. Non. C'est capital pour notre santé. C'est vraiment un pilier de notre santé. Donc, il faut se battre pour replanter des arbres, arrêter de les couper, en replanter, et faire des jardins potagers dans les lycées. Vous n'avez pas de jardin ici? Ben alors, battez-vous pour avoir un jardin potager. C'est vrai, sans rire. Hein. Vous avez de la place en plus ici. On va faire la demande l'année prochaine, je pense. Ah ben voilà, c'est une très bonne chose. Je sais qu'on a potentiellement le projet de construire une forêt. Oui, ça j'ai entendu, ça c'est très bien. Une forêt avec différentes espèces, on me l'a expliqué, c'est très bien. Mais ça serait bien d'avoir un jardin potager aussi, vous voyez. Parce que moi je pense que l'éducation doit être revue aussi. On doit préparer, vous les jeunes, quoi. Hein. Non seulement c'est important, l'histoire, les maths, le français, l'anglais, je sais pas quoi, c'est très important. Mais c'est important aussi de savoir planter des graines dans le sol, faire pousser une salade, vous voyez. Et non seulement c'est important, mais ça fait du bien. Parce que je peux vous assurer que dès que vous commencez à faire ça, c'est bon pour le moral, quoi. C'est bon pour le moral. Moi, je fais ça. Hein. J'ai une maison en région parisienne, et puis je fais aussi beaucoup dans les Pyrénées. Eh ben, ça me fait un bien fou, quoi, d'avoir mon jardin potager, j'ai des abeilles, enfin voilà. Ça ne m'empêche pas de faire des livres, des films, enfin vous voyez, on n'est pas obligé de faire ça de manière professionnelle, hein, mais voilà, donc battez-vous pour que la cour de récréation là, soit revégétalisée, un, et deux, que vous ayez un jardin potager. Très bien. Bien. Deuxième question. Dans votre documentaire La fabrique de pandémie, quelle est selon vous la solution qui permettrait de régler le plus de problèmes écologiques? Déjà, une solution qui est à la portée de tout le monde, c'est arrêter de manger de la nourriture industrielle. Donc pour être clair, les McDo, tout ça c'est fini. Hein. 2, manger moins de viande, mais quand on la mange, elle est bio et locale. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand vous mangez de la viande qui n'est pas bio et locale, elle est nourrie avec du soja qui vient d'Amérique latine. Moi j'ai fait des films et des livres là-dessus. Hein. Donc, quand on mange de la viande qui n'est pas bio ni locale, eh bien, on contribue à la déforestation, au dérèglement climatique, à l'extinction de la biodiversité et à l'émergence de maladies infectieuses. Vous vous rendez compte un peu? C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc, ça c'est assez facile parce que quand on vit en Vendée, des producteurs bio, il y en a partout. Enfin, voilà. Des marchés producteurs, il y en a aussi. Donc voilà. Et puis j'étais contente ce matin parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'élèves qui cuisinaient. Il faut apprendre à cuisiner. Hein, vous voyez? Parce qu'évidemment, on ne mange plus de pizza surgelée, tous ces trucs préfabriqués là, sous plastique et compagnie. Désastre pour la santé. Si vous voulez continuer à avoir des allergies, allez-y, continuez à manger ça.
Et bien sinon, on va acheter des légumes frais au marché ou chez le voisin qui est un producteur. Et puis on apprend à cuisiner, c'est sympa, on invite les copains, c'est super quoi. Voilà. Donc ça c'est un truc que tout le monde peut faire. Tout le monde. Du coup, selon vous, l'humain est-il l'ennemi de la biodiversité? L'humain? Oui, bah oui. Ce qui est fou, c'est que l'humain est vraiment un ennemi de la biodiversité parce qu'en fait on la massacre partout. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il en fait partie. C'est ça qu'il a oublié. Nous faisons partie de la biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est tout ce qui constitue le monde du vivant, aussi bien au niveau des plantes, des microbes et des animaux. Notamment des mammifères, mais pas que les mammifères. Nous sommes des mammifères et des vertébrés, nous, les humains. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut continuer comme avant, comme si de rien n'était, quand on nous dit, un chiffre tout à fait récent qui fait très peur, que 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années. Vous vous rendez compte? Et nous, on est quoi, nous? Les vertébrés. Ben oui. Et on pense que les vertébrés vont continuer à disparaître, et nous, on va échapper à ça. Mais c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'au fur et à mesure où les vertébrés disparaissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forêts disparaissent, ça veut dire que les écosystèmes disparaissent. Et nous en dépendons, nous. On dépend, nous, les humains, on fait partie de la biodiversité, mais on dépend aussi de la biodiversité pour vivre. Donc on voit bien qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On vient de découvrir, enfin, je suis très contente de ça finalement, que l'eau était une ressource précieuse et rare, qu'il va falloir apprendre à la protéger, arrêter de la gaspiller et apprendre à la partager en fonction des différents usages. Mais c'est fou qu'on ait mis tout ce temps à comprendre ça, hein, vous voyez. Et malheureusement, si on ne prend pas les bonnes mesures, on va avoir de plus en plus de mal. Hein. Y a des endroits en ce moment où il n'y a plus d'eau au robinet du tout. Hein, voilà. Donc, il faut qu'on change. Voilà. Et la bonne nouvelle, parce que moi j'ai fait des films là-dessus, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Et qu'il y a plein de gens qui le font déjà. Et vous les jeunes, j'espère que vous allez en prendre conscience et que vous allez aussi participer à des initiatives. Vous voyez, alors tout le monde rigole avec les toilettes sèches. Je vais en remettre une couche avec les toilettes sèches. C'est évident qu'on ne peut pas continuer à gaspiller des litres et des litres d'eau quand on va pisser. Excusez-moi, c'est pas possible de continuer. Parce que l'eau, bientôt, il n'y en aura plus. Donc, toilettes sèches. Et moi, contrairement à ce qu'on dit, moi j'en ai des toilettes sèches, c'est pas du tout le truc terrible. Non, pas du tout. Ce qui est terrible, c'est quand il n'y aura plus d'eau. Entre autres parce qu'on utilise mal l'eau en les mettant dans les toilettes. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses à faire. Hein, et qui font d'ailleurs du bien finalement, parce qu'on se dit, moi quand j'ai installé mes toilettes sèches, je me suis dit, j'étais super contente, en fait c'est dingue, hein, parce que je me suis dit, au moins, j'ai calculé, je ne me rappelle plus, hein, combien de litres d'eau j'allais économiser. C'est énorme, énorme, voilà. Ah ben on s'est dit, ouais, au moins moi je fais un truc, voilà. Mais tout le monde peut faire des trucs, tout le monde. Selon vous, comment la biodiversité va-t-elle évoluer à travers le monde pendant les prochaines années? Si on ne change pas de modèle économique, si on ne change pas nos modes de vie, etc., ça va continuer à s'effondrer. Hein. On parle de 6e extinction des espèces. Hein. Je rappelle que la 5e extinction, il y a eu 5 extinctions des espèces dans l'histoire de la planète. La 5e, c'était il y a 65 millions d'années. Au cours de cette extinction massive du vivant, les dinosaures ont disparu. Mais pas que les dinosaures, 82% des espèces vivantes ont disparu. D'accord ? Celles qui ont survécu, les 18% restants, c'est surtout des petits mammifères d'ailleurs et des poissons. Et des oiseaux. Mais la 5e extinction des espèces, elle a eu lieu en plusieurs dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années. Ça a été très lent. Donc c'est pour ça qu'il y en a 18% qui ont pu sauver leur peau, parce qu'ils sont adaptés, parce que c'était progressif. Nous, les humains, on provoque la 6e extinction des espèces en 2 siècles. Hein, en gros, depuis l'ère industrielle. Donc c'est impossible de s'adapter à un changement aussi rapide. C'est pour ça que partout, les espèces disparaissent, s'effondrent. Les arbres, vous avez vu entre ce qui est en train de se passer, là il y a un rapport qui vient de sortir qui dit que à cause du dérèglement climatique, la plupart des forêts françaises, mais pas que françaises, mais en France en tout cas, absorbent 2 fois moins de carbone qu'avant, parce qu'ils sont trop menacés par la sécheresse et tout ça. Donc vous voyez, les arbres ne pourront pas s'adapter, ils vont mourir. Les animaux ne pourront pas s'adapter, ils vont mourir. Et nous, qu'est-ce que vous voyez qui va se passer?
On va vivre dans un monde où il n'y aura plus d'arbres et plus d'animaux, mais non. Où il n'y aura plus d'insectes, où il n'y aura plus d'oiseaux, mais non. Parce qu'on est lié à tout ça, on fait partie du vivant. Donc, c'est impressionnant de voir que finalement, malgré qu'on sache tout ça, la plupart des gens s'en foutent, excusez-moi de l'expression. Hein. Et il ne se passe rien. On continue de détruire les haies, on continue d'arracher des arbres, on continue de faire venir du soja d'Amérique. Donc il va falloir qu'on arrive à d'abord être convaincus nous-mêmes qu'il faut vraiment changer et convaincre les politiques de prendre les bonnes mesures pour que tout ça s'arrête. Voilà. Et du coup, pour finir, à notre niveau local, que pensez-vous que nous pourrions faire pour résoudre les problèmes environnementaux en France ? Chacun peut faire quelque chose là où il est, hein. Donc ça je l'ai déjà dit, il y a plein d'initiatives partout, y compris en Vendée, hein, pour apprendre à faire des jardins partagés. Moi je vous ai dit battez-vous pour avoir un jardin ici, hein, parce qu'il y a plein d'établissements scolaires qui maintenant ont des jardins, hein, voilà. Allez voir des associations, choisissez celle qui vous convient, parce qu'il y en a qui sont plutôt branchés nature, les autres les oiseaux, les autres musique, on peut tout faire. Rapprochez-vous des gens qui ont compris qu'il faut changer et collectivement on peut faire plein de choses. Et je répète, en plus c'est bon pour le moral, quoi. Ça fait du bien. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire pouah, c'est pas gai l'avenir et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ça c'est terrible. Hein. Et le fait de se rapprocher d'autres personnes qui partagent la même chose. Moi je connais des jeunes en ce moment qui font des stages pour faire construire des maisons en bois, paille, ils s'éclatent. Voilà. Mais il y a plein de choses à faire. Donc, il faut s'investir là où on est. Tu vois ? Parce que si partout dans le monde, tout le monde s'investit là où il est pour essayer de rendre le monde plus résilient, plus durable, plus juste, plus équitable, ça y est, c'est bon. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.